Il y a autant de carbone dans la végétation que dans l'atmosphère. Il y en a plus dans la végétation et le sol superficiel que dans l'atmosphère, mais il y en a encore plus dans les sols profonds. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir jouer beaucoup avec les arbres. Revenons maintenant à la question du changement climatique. C'est la question qu'on m'a demandé d'aborder aujourd'hui. Donc, il y a deux questions. Il y a l'atténuation et il y a l'adaptation. L'adaptation, c'est comment on va gérer ce changement climatique. Et l'atténuation, c'est comment on va lutter contre. Alors moi, je distingue deux échelles. Une échelle globale, qui est l'échelle comment on va réduire les émissions de carbone ou de gaz à effet de serre, avec éventuellement des arbres. Et le local, c'est comment on va tempérer les excès climatiques, c'est-à-dire comment est-ce que les arbres peuvent nous aider à faire face au changement climatique. On a un énorme avantage en Europe, c'est qu'on a des hivers froids. Les hivers froids stabilisent la matière organique. Donc on a des capacités d'amélioration de l'état organique des sols par injection de biomasse. Ce que n'ont pas les pays tropicaux, par exemple. Pourquoi l'arbre dans ces stratégies est important ? Parce que l'arbre, il a la possibilité d'enrichir le sol en carbone en profondeur. Et là, vous vous rappelez ce que j'ai dit au début, il y a beaucoup plus de carbone en profondeur dans les sols que dans le reste de toute la Terre. C'est là qu'est le grand stock de carbone organique de la Terre. Il y a deux processus essentiels. Il y a d'une part les fouisseurs, ce qu'on appelle les ingénieurs du sol, les vers de terre, etc., qui passent leur temps à faire des échanges entre la surface et la profondeur, et qui entraînent de la matière, du carbone en profondeur. Et puis, il y a les racines profondes. Les racines profondes sont des racines qui vont mourir en profondeur et enrichir le sol en carbone en profondeur. Ça, ce sont les deux grands mécanismes qui injectent du carbone dans les horizons profonds des sols. Et de ce point de vue-là, les arbres sont très importants. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce carbone, il est dans des horizons moins aérés, moins oxygénés, avec moins de bactéries, moins de vie microbienne, et donc moins de minéralisation potentielle. Et puis, il est dans des horizons qui sont plus stables en température, également, où la matière organique est plus facile à stabiliser. C'est important de bien comprendre comment la matière organique, comment le carbone peut rester stabilisé dans un sol. En fait, l'ennemi du carbone organique, c'est la biomasse microbienne et l'oxygène. Il faut les deux pour que ce carbone soit digéré et retourne dans l'atmosphère sous forme de CO2, c'est la respiration du sol. Et en fait, c'est dans les micro-agrégats, les très petits agrégats, qui sont étanches à l'air, que se trouve l'essentiel de la matière organique du sol qui est récalcitrante, qu'on appelle récalcitrante, qui donc n'est pas dégradable et qui peut faire des stocks de carbone importants à l'échelle de la planète. Donc pour ça, on le sait, il y a des tas de réactions qui se passent dans la rhizosphère des racines, et c'est à la mort des racines que cette matière organique peut être ainsi stabilisée et rester fixée dans le sol pour de longues durées. On sait chiffrer l'âge moyen d'une matière organique d'un sol. Je peux venir chez vous, prendre des carosses de sol dans vos parcelles, et vous dire, à 3 mètres de profondeur, vous avez du carbone qui a en moyenne 12 000 ans. Et à 40 cm de profondeur, vous avez du carbone qui a en moyenne 15 ans. Ça, on sait le faire. Donc on sait aujourd'hui très bien caractériser la durée de vie de ce carbone et comment il évolue. Alors, donc on a vu qu'en agroforesterie, avec les arbres dans les parcelles ou autour des parcelles, on peut stocker 1 à 2 tonnes de carbone par hectare et par an. Ça, c'est dans les arbres, dans la biomasse des arbres. Je ne parle pas du sol, parce que le sol, on ne sait pas trop. C'est mieux que la plupart des autres options qu'on peut proposer en agriculture. Pour le sol, on ne sait pas trop encore. C'est vraiment l'objet de nos recherches. On a plusieurs thèses en cours en ce moment là-dessus. Et puis, il y a un rôle majeur des mycorhizes, des endomycorhizes, dans la stabilisation du carbone dans les micro-agrégats du sol. Alors, il y a eu une étude très importante qui est parue au mois de juillet, qui était une expertise collective faite par à peu près 60 scientifiques de l'INRA et du CNRS, et surtout de l'INRA, où on a regardé pour l'agriculture française quelles étaient les meilleures options que nous avons aujourd'hui pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et là, vous avez deux mesures que j'ai mis en vert, les parcelles agroforestières et les haies. Et vous voyez que l'agroforesterie, c'est la mesure qui a le plus gros potentiel d'atténuation, enfin d'amélioration du bilan de carbone de l'agriculture française. Et les haies, c'est un peu moins, vous voyez là-bas, puisque la barre est étroite.
Donc vous voyez que l'agroforesterie, ça ne coûte pas grand-chose et ça peut stocker beaucoup. Faire des haies, ça coûte nettement plus cher et ça stocke moins. Voilà. Ça, c'est un gros rapport de 300 pages qui est très bien détaillé, où toutes les hypothèses sont expliquées, on peut les contester, mais c'est quand même un très beau travail collectif d'évaluation de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec différentes solutions, dont les arbres, pour améliorer notre bilan de carbone. Donc en conclusion sur cette idée de l'atténuation du changement climatique avec les arbres, on peut dire qu'on a des potentiels de fixation à l'échelle de l'Europe qui sont assez variables. Vous avez, si on pourrait faire, en continuant une politique de boisement de terres agricoles, on pourrait stocker pas mal de carbone en Europe. En améliorant la gestion des forêts, on pourrait également améliorer le bilan de carbone de l'Europe. Mais pour la France, simplement, si on faisait simplement un plan agroforestier de 600 000 hectares et un plan haie de 500 000 km, on aurait déjà, je crois qu'on améliorerait de 30 à 40%, on compenserait, 30 à 40% de toutes les émissions de carbone du secteur agricole. Ceci étant dit, maintenant essayons de voir comment les arbres, notamment les arbres hors forêt qui nous intéressent aujourd'hui, peuvent s'adapter à ce changement climatique. L'arbre, il réduit les amplitudes thermiques entre le jour et la nuit. Le jour par son ombre, la nuit par son masque. Il induit des retards de réchauffement ou au refroidissement du sol. Au printemps, le sol se réchauffe moins vite sous des arbres. À l'automne, il se refroidit moins vite. Donc vous avez des dynamiques de température qui sont différentes. Il modifie également les condensations, la rosée, la gelée blanche, parce qu'on a des refroidissements moins importants dans les zones protégées par les arbres. Et donc, on a des modifications de ces phénomènes également. Il diminue l'évaporation du sol, puisque le bilan d'énergie au niveau du sol, quand il est partiellement masqué par de l'ombre d'arbres, est différent, avec moins d'énergie incidente du soleil. Il diminue la minéralisation de l'azote, puisqu'on va diminuer la température du sol, et que la minéralisation de l'azote est très liée à la température du sol. Donc là, il y a un effet indirect là-dessus. Vous voyez que tout s'enchaîne, hein, c'est assez intriqué comme problème. Il modifie la faune et la flore du sol et il peut induire des retards de germination au printemps. Globalement, les systèmes agroforestiers présentent un intérêt très fort, c'est d'être relativement indifférents au changement climatique. C'est-à-dire que les arbres protègent les cultures lorsqu'il y a des conditions très difficiles, font de la compétition aux cultures quand les conditions sont beaucoup plus favorables, et du coup le système est globalement plus stable, moins variable d'une année sur l'autre. Voilà un petit peu la conclusion. Et je vais vous montrer ça sur un dernier graphe, et c'est le dernier un peu technique. Vous avez ici les rendements relatifs de la culture, l'effet sur le rendement relatif. Quand c'est au-dessus de 0, ça veut dire que les arbres sont favorables. Et vous voyez que tous les points qui sont au-dessus, que j'ai encerclés dans l'ellipse bleue, ça correspond à des années avec des printemps chauds et secs. Et pour des variétés tardives de blé, parce qu'on a testé des variétés précoces, tardives, etc. Ce qui veut dire que les systèmes agroforestiers sont capables de protéger les grandes cultures pour les printemps chauds et secs, c'est-à-dire exactement ce qui nous attend dans le futur. Donc tout va dépendre de la fréquence de ces événements, de l'importance de ces effets de protection, pour savoir si les systèmes agroforestiers ont la capacité de nous aider à faire face au changement climatique pour les grandes cultures en France. Je prends des pincettes, puisque ce sont des modèles numériques de simulation. On n'est pas capable de faire des expériences qui durent 40 ans en comparant une céréale qui a droit à du changement climatique et une qui n'a pas droit. Donc évidemment, c'est assez fragile comme ça. Mais donc nos conclusions, c'est que les arbres doivent être suffisamment gros, mais pas trop, pour bien protéger les cultures, et que l'effet sera fort lorsqu'on a des printemps chauds et secs. C'est ce qui nous pend au nez apparemment, selon les prévisions.